Nous sommes toujours dans la troisième partie, la modernisation du Québec et la Révolution tranquille. On a expliqué c'était quoi la Révolution tranquille et le début des années 60 au Québec. Maintenant, on va voir en fait c'est quoi les conséquences de cette Révolution tranquille à travers plusieurs aspects. En effet, on commence par l'effervescence politique. Ça va changer énormément de choses dans la façon de faire la politique, cette Révolution tranquille. La Révolution tranquille, on a dit, c'est de grands changements. Au niveau politique, c'est le Parti libéral du Québec qui arrive au pouvoir au Québec. Au niveau social, on met en place l'État-providence. Et au niveau économique, on met en place l'interventionnisme, c'est-à-dire que l'État se mêle d'économie parce qu'il emploie des gens, il y a des sociétés d'État qui appartiennent à l'État et c'est un investisseur aussi par la Caisse des dépôts et placements. Donc, ça donne beaucoup d'espoir et ces années 60, c'est vraiment marqué par une effervescence. Il se passe plein de choses au niveau politique, plein de changements au niveau politique, plein de changements au niveau social, plein de changements au niveau culturel et aussi une réflexion sur la langue française. On commence donc par les changements au niveau politique. La politique sous Jean Lesage, déjà, elle part d'un constat. En effet, Duplessis avait été fortement critiqué par les intellectuels, par les artistes, par les syndicats. Et quand le gouvernement de Jean Lesage et le Parti libéral du Québec arrive au pouvoir, il met en place la commission Salvas pour essayer d'enquêter un peu sur le favoritisme, la corruption qui avait lieu sous Duplessis, puis qui a permis de l'élire quand même plusieurs fois, en 1944, en 1948, en 1952 et en 1956. Donc, on va avoir une réflexion sur le financement des partis et aussi sur l'organisation des institutions. Il va y avoir déjà des lois pour limiter le financement des partis politiques, pour que ce soit équitable pour tous les partis. Et on va aussi réformer la carte électorale. En 1965, on va créer de nouvelles circonscriptions. En effet, sous Duplessis, comme c'était surtout les campagnes qui l'élisaient, en général, il y avait beaucoup de circonscriptions dans des coins qui n'étaient pas très peuplés. Et les villes qui étaient très peuplées, mais qui étaient souvent défavorables à Duplessis, elles étaient sous-représentées à l'Assemblée. Donc, on réforme la carte pour changer cela. L'autre constat aussi, c'est que le baby-boom a commencé dans les années 1945. Donc là, en 1963, dans les années 60, les enfants du baby-boom commencent à devenir adultes. Et ils ont 18 ans en 1963. Et justement, ce que propose le gouvernement de Jean Lesage, c'est que les jeunes puissent voter plus tôt. Avant, l'âge de vote, c'était 21 ans. Et à partir de 1964, première grande réforme des institutions politiques du Québec, le droit de vote passe à 18 ans. Les élections en 66 vont ramener au pouvoir l'Union nationale. Ça ne veut pas dire qu'on est forcément déçu de Jean Lesage, mais ça veut dire aussi que l'Union nationale, le parti de Duplessis, a fortement changé et lui aussi est pour les changements sociaux et l'État-providence. Par exemple, même si c'est l'Union nationale puis Daniel Johnson, qui sont d'un parti différent, je le répète, de Jean Lesage, ils vont continuer son œuvre en éducation. En 1967, on crée les cégeps, donc le réseau des collèges d'enseignement général et professionnel, et on va créer aussi un réseau d'universités du Québec en 1968. On continue même aussi au niveau social, on crée pour l'habitat la Société d'habitation du Québec, pour les gens qui n'ont pas les moyens de se loger décemment. On va aussi s'intéresser à l'immigration et donner le vote aux autochtones en 1969 pour les élections du Québec. En politique, c'est surtout Jean-Jacques Bertrand qui va créer la réforme du Conseil législatif. Alors, je sais que ça peut paraître difficile, mais c'est aussi une volonté de faire une politique 100% québécoise. Je vous rappelle que dans le système anglais, puis au Parlement d'Ottawa, il y a 2 chambres d'assemblée. Il y a le salon vert et le salon rouge. Le salon rouge, c'est le Sénat fédéral, puis le salon vert, c'est la Chambre des représentants, la Chambre des députés. En 1968, on veut qu'il y ait seulement une seule chambre. Donc on va changer le vocabulaire, on va appeler cette chambre Assemblée nationale. Puis pour bien montrer qu'on est au Québec, on va reprendre la couleur du Québec et on va repeindre l'ancien salon vert en salon bleu. Si vous voulez regarder aussi sur le schéma, avant on avait cette formule, donc vous voyez qu'il n'y a pas grand chose qui change. Ce qui change en fait, c'est qu'avant il y avait 2 assemblées, l'Assemblée législative et le Conseil législatif. Désormais, il n'y en a plus qu'une seule et on va changer le vocabulaire aussi en appelant l'Assemblée nationale. Donc 1968,
Il y a juste une seule assemblée au Québec, c'est la spécificité du Québec par rapport à toutes les autres provinces. Le salon vert est repeint en bleu pour bien montrer que le Québec est différent et on change de nom, ça devient l'Assemblée nationale. Au niveau des relations entre le fédéral et le provincial, le ministre au niveau du fédéral, c'est Lester B. Pearson, qui sera Premier ministre du Canada de 1963 à 1968. Sous le gouvernement de Jean Lesage, il va y avoir des rapprochements parce qu'il y a une grande idée. Ce ministre du Canada, Pearson, il veut rapatrier la Constitution du Canada. Rapatrier la Constitution du Canada, il faut que vous compreniez cette expression-là. En effet, la Constitution, je vous le rappelle, c'est l'acte de l'Amérique du Nord britannique qui a été signé en 1867 à Londres, et c'est d'ailleurs la conférence de Londres. Donc le document dont vous avez une illustration, le texte en lui-même, il est à Londres. En 1867, le Canada avait une autonomie complète, sauf dans les affaires extérieures, pour la guerre puis pour la paix. En 1931, avec le statut de Westminster, le Canada a vraiment son indépendance complète. Il peut tout diriger son pays, y compris déclarer la guerre, faire la paix, comme un vrai pays, totalement indépendant. La seule chose qui reste, c'est que la Constitution, le texte, est encore à Londres. Donc si on veut changer la Constitution du Canada, si on veut faire des révisions, il faut aller à Londres. Et ça, Pearson trouve que c'est totalement idiot, donc il décide de ramener le texte à Ottawa. Le problème, c'est qu'il faut négocier avec les provinces. En 1968, il organise une grande conférence fédérale provinciale. Ça c'est normal, ça se fait quasiment chaque année. Mais pendant cette conférence fédérale provinciale, donc il y a le Premier ministre du Canada et tous les premiers ministres des provinces, il propose de reprendre, de réviser la Constitution. Alors là, on commence les négociations. Finalement, ça ne va pas se faire sous Pearson, là, on en reparlera plus tard. Mais retenez que ce projet, il commence déjà à mûrir en 1968. Puis, ce que veut le fédéral, c'est que on ait une nouvelle place pour le français qui soit reconnu officiellement, qu'on mette aussi dans la Constitution les droits humains et les droits de la personne. Mais le Québec se dit, et puis Jean Lesage commence à se dire, ce serait bien que finalement, nous aussi, on ait un peu plus d'autonomie, puis qu'on ait l'idée de droits particuliers pour le Québec, pour la province du Québec. Alors en 1968, quand a lieu la rencontre fédérale provinciale, ce n'est plus Jean Lesage. Donc vous voyez sur la photo que vous avez Pearson, qui est le Premier ministre du Canada, et vous avez le Premier ministre de l'époque depuis 1968, c'est Daniel Johnson. Vous voyez aussi le personnage ici qui est Pierre Elliott Trudeau, ministre de la Justice à l'époque, et qui va être un personnage influent qui va lui aussi vouloir plus tard rapatrier la Constitution. L'affirmation du Québec à l'international. En effet, le ministère de Jean Lesage veut montrer qu'il est fier de la langue et va créer l'organisation l'Office québécois de la langue française en 1961, mais surtout il va créer la Maison du Québec à Paris. Ça c'est intéressant parce que c'est comme une ambassade, donc c'est comme si le Québec agissait comme s'il était un pays à part entière, comme s'il était indépendant du Canada. L'exposition universelle aussi, c'est un des signes de cette ouverture de la politique du Québec à l'international. En effet, le thème de l'exposition universelle de 1967, c'est Terre des Hommes. Il va y avoir 61 pays qui vont venir à Montréal, puisqu'elle se tient à Montréal, 55 millions de visiteurs, et on dit souvent que c'est la plus réussie du XXe siècle. Puis surtout, là encore, la manifestation de la volonté d'autonomie provinciale, c'est que dans la ville de Montréal, il y a cette exposition universelle, il y a un pavillon par pays, mais il y a un pavillon pour le pays Canada, mais il y a un pavillon aussi pour le Québec. Donc c'est assez symbolique de cette volonté du Québec d'affirmer sa spécificité, y compris à l'international. Donc vous voyez les deux pavillons, vous avez avec le orange, la boule orange, c'est le Canada, et à droite, c'est celui du Québec.
En 1967, il y a même la visite officielle de Charles de Gaulle, qui est président de la France, qui se rend à cette exposition universelle, parce qu'il y a un pavillon de la France, et totalement au dépourvu, là c'est vraiment pas prévu, il se rend à la mairie de Montréal, il fait une visite officielle au maire, mais ce qui n'est pas prévu, c'est qu'à un moment donné, il voit des micros sur une terrasse et il commence à faire un discours devant la foule qui l'acclame, hein, qui était très contente de voir Charles de Gaulle, et il s'écrit « Vive le Québec libre » comme une montée d'indépendantisme. Alors ça, c'est intéressant parce que qui est un chef étranger qui dit « Vive le Québec libre », soi-disant que le Québec devienne indépendant, ok, ça va d'ailleurs très mal passer avec le Premier ministre du Canada qui ne va pas du tout apprécier, mais ce qui est intéressant, c'est la réaction des Québécois qui vont ovationner De Gaulle, et ça montre que de plus en plus de gens du Québec sont intéressés par cette idée de devenir un pays à part entière. Je vous refais un rappel sur le nationalisme. Le Québec, normalement, c'est une des 10 provinces du Canada. C'est sûr qu'il y a une histoire particulière du nationalisme au Québec. On avait vu la Révolution des Patriotes, la rébellion du Bas-Canada en 1839. Après, la volonté d'assimiler le Québec, à l'époque, le Bas-Canada, ça avait donné le nationalisme de survivance. Et enfin, dans les années 20, les années 30, c'est le clérico-nationalisme. Ces nationalismes, ils ont en commun que c'est l'Église catholique souvent qui est vue comme la gardienne de l'identité française-canadienne. C'est souvent aussi un mode de vie traditionnel qui est défendu par ce nationalisme. Un mode de vie rural, des traditions, on parle de Canadiens français. Mais là, avec la Révolution tranquille, on veut laïciser. Mais on va vouloir laïciser aussi ce nationalisme. Donc, il y a un nouveau nationalisme qui apparaît, on va parler de néo-nationalisme. Néo, ça veut dire nouveau. Hein. Et là, qu'est-ce qui change? Plutôt que de parler de Canadiens français avec le néo-nationalisme, on va parler de Québécois. Plutôt que d'aller sur les vieilles valeurs de la tradition du mode rural, on est plutôt sur la modernité, et surtout plutôt que de rappeler l'importance de l'Église catholique dans l'identité des Canadiens français, on va rappeler que la langue française, c'est ce qui compte, que l'Église catholique, c'est pas elle qui fait le Québec. Le Québec, il est francophone, il a une histoire particulière, et donc c'est un nationalisme plus laïque, sans l'Église catholique. Ce néonationalisme, donc, il va aussi s'inspirer du contexte mondial de décolonisation. Donc, on est là dans une notion d'indépendantisme. Jean Lesage, c'était quelqu'un qui défendait l'autonomie provinciale, c'est-à-dire plus de pouvoir pour le Québec dans le Canada. Mais là, effectivement, le Québec est juste une province dans l'idée d'autonomie, tandis que dans l'idée d'indépendance, c'est plus ça. Dans l'idée d'indépendance, ce serait que le Canada est un pays et le Québec est un pays. Donc il y aurait deux pays. Les partis indépendantistes vont commencer à naître effectivement pendant la Révolution tranquille. En 1960, c'est le parti du RIN, Rassemblement pour l'indépendance du Québec de Gilles Grégoire. Lui, il veut vraiment faire un pays indépendant. Il y a même une frange extrême, en 1963, on parle même de Front de libération du Québec. Lui, il veut l'indépendance du Québec, mais il est prêt à utiliser la force, hein, et les attentats terroristes notamment. En 1967, c'est René Lévesque qui faisait partie du gouvernement libéral de Jean Lesage, qui faisait partie du Parti libéral du Québec, lui décide que le Parti libéral ne répond plus vraiment à ses attentes, donc il crée un nouveau mouvement, le Mouvement pour la souveraineté association. C'est quoi la différence? C'est que dans l'idée de Lévesque, il y aurait deux pays, le Canada est un pays, le Québec est indépendant, mais on garderait des liens économiques extrêmement proches avec, par exemple, le dollar resterait le dollar canadien. En 1968, le RIN et le MSA se mettent ensemble pour créer le Parti québécois. Donc 1968, Parti québécois, ça c'est important à retenir, avec René Lévesque. Donc vous pouvez faire les exercices de la page 264-265. Je continue la vidéo, mais là vous pouvez faire une pause et la reprendre après pour l'effervescence sociale. Effervescence sociale, donc page 266-270, qu'est-ce que ça dit? La jeunesse
dans les années 60, surtout à la fin des années 60, elle est en train de changer le monde avec de nouvelles valeurs, puis une contestation de cette jeunesse qui est importante parce qu'avec le baby boom, ça représente maintenant une part importante de la population. Aux États-Unis, le droit des Noirs est important. C'est la grande marche sur Washington en 1963 et la prononciation du discours I Have a Dream par Martin Luther King. En 1968 et en 1969, c'est les contestations surtout contre la guerre au Vietnam. En effet, les jeunes sont obligés d'aller se battre dans une guerre dans laquelle ils ne se reconnaissent pas, qu'ils trouvent injuste. Et en 1969, il y a aussi une grande manifestation à Washington pour la guerre, contre la guerre du Vietnam. C'est d'ailleurs le mouvement hippie qui représente cette volonté de défendre la paix, et ça touche aussi Montréal parce que la chanson Give Peace a Chance de John Lennon et Yoko Ono est enregistrée à l'hôtel Reine-Élisabeth dans le lit de la suite principale du Reine-Élisabeth. Ils font un bed-in et c'est filmé par les journalistes du monde entier. L'idée, c'est faire la guerre, c'est non, la paix, c'est oui. En 1968 aussi, en France, ça m'a inspiré les Québécois parce qu'il y a cette jeunesse qui se rebelle et qui sort toutes sortes de slogans comme l'imagination au pouvoir, faites l'amour, pas la guerre, il est interdit d'interdire. Donc un grand changement des valeurs et une contestation de la jeunesse. Qu'est-ce que ça change pour le Québec? Cette jeunesse, souvent, elle va soutenir le mouvement indépendantiste. Il y a deux mouvements qui sont soutenus par les jeunes, le Parti québécois en 1968 et aussi le FLQ, le Front de libération du Québec, qui existe depuis 1963. Ce FLQ, je vous disais tantôt qu'il avait recours parfois à des attentats, et on voit que cette jeunesse, elle s'inspire un peu de l'aspect violent de 68. Ici, on a l'attentat de la Bourse de Montréal en 1969. Donc c'est une nouvelle culture, puis des luttes sociales. Au Canada, la jeunesse change aussi le Canada. Notamment, on a ce qu'on appelle une Trudeaumanie en 1968. Pierre Elliott Trudeau, qu'on va revoir puis qu'on a déjà en partie vu, est vraiment fascinant pour la jeunesse du Canada et va être élu en 1968, en 1972, en 1974, en 1979 et en 1980 et va devenir le premier ministre du Canada de 1968 à 1979. Il va apporter des changements sociaux majeurs, mais le changement social majeur sous Trudeau, c'est les droits sexuels et reproductifs. Qu'est-ce que ça veut dire? 1968, c'est le droit au divorce, donc les femmes vont pouvoir divorcer, et 1969, c'est la loi Omnibus, c'est-à-dire qu'il y a plein de réformes sociales dans cette loi, là, comme un package, on dirait aujourd'hui. Donc il y a la décriminalisation de la contraception, la décriminalisation de l'homosexualité et de l'avortement thérapeutique. Bon, thérapeutique, ça veut dire que les femmes ne peuvent pas avorter juste par leur choix, qu'il y ait une raison médicale, mais quand même, ça montre que désormais, pour les femmes, ça va changer leur vie parce qu'elles vont pouvoir choisir le moment de leur grossesse. Pour la minorité homosexuelle aussi, ça va changer les idées. On voit un changement social majeur. Vous avez aussi en 1970 le rapport Florence Bird qui a été commandé par le gouvernement du Canada pour connaître quelle est la situation des femmes au Canada. Puis elle, ce qu'elle recommande, c'est que pour que les femmes aient plus de droits, faut qu'elles aient du travail, faut qu'elles soient indépendantes financièrement, donc égalité salariale, un réseau de garderie, des congés maternité. Pour l'instant, c'est juste des recommandations, mais ça changerait la vie des femmes. La lutte sociale des femmes pendant les années 60 est vraiment importante. En effet, au provincial, on va même parfois parler de révolution tranquille des femmes. Le féminisme, je vous le rappelle, c'est l'égalité entre les hommes et les femmes. Les femmes veulent être égales dans la loi, en politique, et au Québec, c'est l'élection de la première femme députée du Québec, la Kirkland-Casgrain, qui devient la première ministre femme en 1962 sous le gouvernement Jean Lesage et qui va être la porteuse d'une réforme du Code civil en 1964, réforme extrêmement importante parce que désormais les femmes mariées sont totalement libres, elles ne sont plus considérées comme mineures. Effectivement, en 1961, c'était aberrant, mais
Claire Kirkland-Casgrain avait besoin de la signature de son mari pour les actes officiels alors qu'elle était élue députée. L'autre cheval de bataille, c'est que les femmes désormais sont égales à l'école et au travail. En 1963, il y a une grande grève des infirmières à l'hôpital Sainte-Justine. Ça prouve une chose, ça prouve que les femmes luttent pour leurs droits, mais ça prouve aussi que les femmes ont bénéficié de la Révolution tranquille parce qu'elles ont bénéficié de la création des emplois dans la fonction publique. La mixité dans les écoles aussi, y compris au collégial à l'université, ça permet aux femmes d'avoir accès à des études. Alors, il y avait quelques femmes qui avaient réussi à devenir ingénieures, mais c'était vraiment très compliqué. C'était un parcours du combattant. Là, on veut faire en sorte que ce soit plus accessible pour toutes les femmes. Et en 1965, c'est la Fédération des femmes du Québec qui est créée. Elle milite, elle aussi, un peu comme le rapport Florence Bird qu'on a vu précédemment en 70, pour l'égalité salariale, pour les garderies d'État. Les conséquences de la lutte sociale des femmes, c'est que comme les études s'allongent, les femmes font des études, elles travaillent, l'Église perd de l'influence, on parle de laïcisation de la société, la contraception et l'avortement thérapeutique, ça fait que c'est la fin du baby-boom et c'est le début de ce qu'on va appeler la dénatalité, le taux de natalité baisse et on va avoir une augmentation de l'immigration. Vous pouvez faire les exercices de la page 269-270. Pour l'effervescence culturelle, page 271-274, retenez que là aussi, on veut défendre la culture du Québec, notamment par la chanson de la langue française. Il va y avoir beaucoup de chansonniers, de jeunes artistes dans ce qu'on appelle à l'époque les boîtes à chansons, avec Félix Leclerc, Moi et mes souliers, Gilles Vigneault, comme vous voyez une image sur scène, et Pauline Julien sont ces représentants de la chanson de la langue française. La laïcisation de la culture est importante et ça va même créer une nouvelle façon de parler. En effet, vous avez par exemple un groupe d'humoristes qui s'appelle les Cyniques qui va donner un cours de sacre dans les années 60. Ça, c'est nouveau parce qu'à l'époque, les gens n'ont pas le droit de sacrer dans les années 50. L'Église interdit cela totalement. Donc dans les années 60, on se permet de sacrer, on se permet de rire de l'Église, ce qui est tout à fait nouveau. Au théâtre, c'est en 1968 la pièce de Michel Tremblay, Les Belles Sœurs. Retenez cette date parce que c'est la première pièce de théâtre qui a été écrite en joual. La volonté de Michel Tremblay, c'est de montrer un peu la réalité du Québec et de montrer comment les gens parlent dans la vraie vie. Enfin, toujours en 1968, il y a souvent une question sur cette effervescence culturelle, et notamment l'Hostie Show, qui est porté par Robert Charlevoix. Alors, on reconnaît l'esthétique un peu hippie, là, avec des sonorités nouvelles, qui montrent que la culture québécoise, dans pleine effervescence, elle change, elle est beaucoup plus axée sur la jeunesse. Au niveau de l'État, il y a aussi la création de la télévision publique du Québec avec Radio-Québec qui est créée en 1969, qui deviendra plus tard Télé-Québec. Et on fait toutes sortes d'émissions en français qui défendent la culture du Québec. Et vous avez par exemple pour la jeunesse une émission comme Les Oraliens. Bien évidemment, pour que cette culture soit vivante, il faut soutenir les artistes et il faut leur offrir des lieux de diffusion. Donc, on va avoir à Montréal la construction de la Place des Arts pour accueillir de la musique, de l'opéra, de la danse, du théâtre, le musée d'art contemporain. On avait vu que, par exemple, dans le Refuge global de 1948, les artistes comme Riopelle voulaient ce genre de lieu pour une culture nouvelle, moderne, contemporaine. Et la création en 1967 de la Bibliothèque nationale du Québec qui permet de garder une trace de tous les ouvrages qui ont été écrits dans le français du Québec. Enfin, l'Expo 67 dont nous avons déjà parlé est un symbole de l'ouverture sur le monde et de la modernisation du Québec. On va créer le métro de Montréal en 1968. Vous voyez aussi les couleurs, comment c'est très différent de ce Québec rural. On est en pleine effervescence, nouveauté, modernité. On a un petit train pour se déplacer entre les pavillons. C'est vraiment une merveille, cette exposition 67. Tout le monde est émerveillé par la modernité et l'audace de cette exposition. Le maire de l'époque s'appelle Jean Drapeau et il est extrêmement ambitieux parce que
il va décider d'organiser cette expo universelle en plein dans le fleuve Saint-Laurent. Donc vous voyez qu'il y a quelques îles ici qui sont un peu au sud de Montréal, et il va faire des îles artificielles et construire toutes sortes de pavillons. La surface des îles Notre-Dame notamment, elle va doubler. Il va même créer une île artificielle qui va accueillir un parc d'attractions, c'est l'île de la Ronde. Créer une autoroute, un tunnel qui passe sous le Saint-Laurent. Bref, c'est totalement audacieux et ça montre la nouvelle image du Québec, un Québec moderne, un Québec jeune, un Québec audacieux qui se prend à rêver que tout est possible. Vous pouvez faire les exercices, page 269-270. Dernière partie, l'enjeu de la langue française, page 275-279. Tout d'abord, au niveau du fédéral, le Premier ministre Pearson voulait se rapprocher des francophones. En 1965, il demande à 3 francophones québécois, dont Pierre Elliott Trudeau, vous avez l'image de Pierre Elliott Trudeau jeune, de rejoindre le Parti libéral, mais au fédéral. Son idée, c'est que les francophones participent plus au niveau du fédéral, à la politique fédérale. Et pas de façon conflictuelle, mais pour améliorer les relations entre francophones et anglophones, il faudrait qu'ils soient présents au fédéral. Pierre Elliott Trudeau va devenir quasiment son bras droit, il sera son ministre de la Justice, et Pearson organise, là encore, une commission d'enquête pour savoir c'est quoi la situation des francophones, puis du français au Canada. Il commande donc un rapport à André Laurendeau et Davidson Dunton, donc un francophone et un anglophone. Et le rapport de 1968 tire un constat assez triste pour le français. Tout d'abord, les Français sont sous-représentés le français est sous-représenté dans la fonction publique fédérale, et notamment, il y a très peu de fonctionnaires francophones. Ce qui fait que les services pour les francophones ne sont pas bons parce qu'ils ne peuvent pas être répondus dans leur langue. Et en plus, même au Québec, l'anglais reste la langue du travail. C'est-à-dire que les cadres et les administrateurs sont essentiellement anglophones. Plus de 80% des cadres et des administrateurs des entreprises du Québec sont anglophones. Les anglophones sont mieux payés que les francophones, 1/3 de plus, 35% de plus, et cela empire avec le temps. Donc, quand Pierre Elliott Trudeau devient Premier ministre du Canada en 1969, il décide de faire en sorte que le français et l'anglais aient le même poids, et c'est la loi sur les langues officielles qui oblige tout simplement toutes les institutions fédérales à parler et français et anglais. C'est pour ça que quand vous allez à Post Canada, vous avez l'affichage en français et en anglais, que vous allez au Parc Canada, vous avez l'affichage en anglais et en français, parce que c'est du fédéral et sont obligés. Et si j'allais en Colombie-Britannique et que je me rendais à Parc Canada, je suis obligée, parce que c'est une institution fédérale, de trouver un affichage en français. Donc, la loi sur les langues officielles, au fédéral, 1969, anglais et français sont les 2 langues officielles. Pour ce qui est du Québec, il y a une nouveauté aussi. On se souvient, je vous l'avais dit, que c'est la fin du baby-boom et c'est le début de la dénatalité parce que perte de l'influence de l'Église, le travail des femmes, la contraception. Donc, les gens font moins d'enfants à partir de 1960. Ce qui fait que le nombre de migrants, lui, augmente, puis c'est même encouragé. Ces migrants viennent surtout d'Italie, de Grèce, et à partir de 1969, le Canada signe la Convention sur les réfugiés, c'est-à-dire que les gens qui vivent des situations de guerre, de conflit, ou qui ont une menace pour leur sécurité, peuvent être accueillis sans papier au Canada. Ça va notamment faire venir beaucoup de Vietnamiens et d'Haïtiens, notamment dans les années 70. Mais si je reprends mes immigrants, vous voyez dans la carte de Montréal, là, vous avez en pointillé le quartier de Saint-Léonard. Ce quartier de Montréal, en fait, il est quasiment peuplé d'une grande majorité d'immigrants italiens. Jusque-là, pas de problème. Sauf que ces Italiens, en fait, quand il s'agit de mettre leurs enfants à l'école,
eh bien, ils préfèrent les mettre dans des écoles anglophones parce qu'ils considèrent que c'est mieux de connaître l'anglais que de connaître le français. Donc là, ça commence à inquiéter beaucoup de francophones de Montréal parce qu'ils voient que les nouveaux immigrants ne décident pas d'apprendre le français, mais décident d'apprendre l'anglais et que si ça continue, les francophones vont se retrouver en minorité dans l'île de Montréal et potentiellement dans la province de Québec. Donc, il y a une tentative de la commission scolaire de Saint-Léonard, de l'île de Montréal, devrais-je dire, de faire en sorte que, à partir de maintenant, les parents soient obligés, quand ils viennent d'un pays étranger, soient obligés d'inscrire leurs enfants dans des écoles francophones. Et ça se passe pas bien du tout. Cette réunion, en 1969, les parents se mobilisent et vont notamment dire que c'est totalement injuste de les forcer à mettre leurs enfants dans des écoles francophones. Et finalement, ils vont obtenir gain de cause, mais ça va dégénérer pas mal, cela. Ça fait que le gouvernement crée une première loi sur le français, mais cette loi, elle va être très contestée. En effet, que dit la loi 63 en 1969? Elle dit que les parents peuvent choisir la langue d'enseignement de leurs enfants. Alors, les immigrants, notamment les Italiens de Saint-Léonard, sont très contents parce qu'ils vont pouvoir continuer d'envoyer leurs enfants dans une école anglophone. Par contre, les francophones de Montréal, eux, sont très mécontents et organisent toutes sortes de manifestations disant que ça n'a aucun bon sens. Donc voilà pour les tensions au sujet de la langue française dans les années 60.